Chers amis, je vous prie d'accueillir celui qui est à l'initiative de ce mouvement du 1er juillet, le mouvement 17-17. Chers amis, Benoît Hamon. Ça va ? Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est encore assez incroyable. Une fois encore, vous êtes là, nombreux. Vous savez que parmi les épithètes que les Romains donnaient à Jupiter, il y a Jupiter pluvius, celui qui envoie la pluie, qui nous a gâtés ce matin. On le remercie de nous avoir épargnés cet après-midi. Mais peut-être, est-ce parce qu'il n'a pas les pouvoirs que certains lui prêtent. Mais en tout cas, j'aurai l'occasion d'y revenir sur ce président jupitérien. On nous expliquait que vous ne seriez pas au rendez-vous de ce rassemblement. Certains m'ont dit, trop tôt, faut que ça se décante, faut que les choses passent, faut digérer les défaites. Et c'est vrai que à plein d'égards, on pouvait se poser la question de savoir si ça n'était pas trop tôt. Mais en même temps, faut-il attendre longtemps encore pour mesurer ce qui est arrivé à la gauche depuis, non pas l'année 2017, mais plusieurs années? Je ne le crois pas. Et ceux qui annonçaient que la gauche était décédée, ceux qui savent tout, dont la vie fait autorité, qui ont décrété que vous n'existiez pas, aujourd'hui, vous leur faites la démonstration, nombreux, très très nombreux, que nous existons bel et bien et qu'il va falloir compter sur nous dans les 5 prochaines années. Vous êtes donc bien là. Et cela ne m'inspire que ces simples mots. Pour commencer, et parce qu'il faut qu'on se le dise entre nous, vive la gauche. Vive la gauche. Salut donc à la gauche, salut aux socialistes, salut aux écologistes, salut aux communistes, salut aux insoumis, salut aux républicains, salut aux femmes et hommes libres. Salut à chaque citoyenne et chaque citoyen qui sait, comme le dit la jolie devise de Shakespeare, que désormais le monde est un vaste théâtre et que nous hommes et femmes, en sommes tous les acteurs. Vous, qui sans forcément mettre un nom sur ce sentiment intime, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit « Je ne veux plus de ce monde-là. Je ne veux plus de ce monde qui nous offre le spectacle de l'injustice sociale, de la sauvagerie, de la barbarie, mais aussi de la richesse arrogante comme présent, et nous propose l'autodestruction écologique comme avenir. Non, je n'en veux plus, et cela, je veux le changer. » Alors oui, salut aux militants. C'est un joli nom et moi je les aime parce que c'est ma famille. Mais salut aussi à ceux qui ne le sont plus, à ceux qui ne le sont pas encore, à ceux qui le sont sans le savoir, à ceux qui s'engagent autrement, à celles et ceux sûrement les plus nombreux, qui se disent qu'aucun parti ne leur fait envie et comment ne pas les comprendre. Salut et merci, un merci infini. À vous qui vous êtes battus, à mes côtés, j'ai envie de dire à nos côtés. À vous qui vous êtes impliqués en écoutant les idées plutôt qu'en regardant les étiquettes. Ces étiquettes que d'autres respectaient pourtant si peu, même quand ils les portaient. Et merci aux milliers qui nous rejoignent aujourd'hui, parce que nous sommes toujours de plus en plus nombreux. Salut encore aux syndicalistes, aux acteurs associatifs, parce que la vraie société civile, c'est vous. Ce sont les femmes et les hommes engagés pour une société meilleure et pas forcément les quelques députés VRP élus récemment au service de grands intérêts privés. Salut aux intellectuels, aux femmes et aux hommes de science,
d'art, de lettres et de culture, à l'heure de la technocratie triomphante parce que nous avons besoin de vos humanités. J'ai voulu que vous soyez la clé de voûte de ma campagne, parce que vous êtes indispensables pour nous permettre de comprendre le monde et de penser l'avenir. Et je veux saluer nombreuses des personnalités justement issues de ce monde scientifique, culturel, littéraire qui étaient là. Jean-Baptiste Delamo, le récent prix Inter du livre et son merveilleux livre Le règne animal, évidemment Dominique Méda, Emmanuel Doquès, évidemment Sandra Logier. Mille merci à Edoui Plenel, ce journaliste qui à chaque fois a alerté nos consciences. Mille merci à Raphaël Glucksmann qui est venu ouvrir ces débats. Voilà des hommes et des femmes qui aujourd'hui décident de s'engager, non pas derrière moi, derrière un mouvement, mais au cœur aujourd'hui d'une mobilisation où nous mesurons bien les uns et les autres que nous avons besoin de mettre davantage en partage plutôt que de rester chacun dans nos enclos respectifs à nous regarder, à regarder le premier qui va bouger, à empêcher l'autre de bouger. Cela ne nous intéresse pas. Cela n'intéresse pas le mouvement que nous sommes en train de constituer. Et je suis très heureux que ces immenses intellectuels soient venus placer la naissance de ce mouvement, finalement son baptême, mouillé comme il doit l'être ce matin, et bien sous les bons auspices des travaux et des réflexions qui sont les leurs. Alors, l'avenir. Et c'est par là que tout commence aujourd'hui pour nous. C'est d'abord aussi de saluer la jeunesse. Salut à vous qui êtes nombreux, à vous la génération qui vient, vous de cette jeunesse tellement différente de la caricature qu'on en fait, vous la jeunesse qui vibre avec Bernie Sanders ou Jérémy Corbyn, avec les révolutions arabes, vous la jeunesse totalement solidaire du jeune Théo comme du mouvement Black Lives Matter, vous, envers qui ma génération pourrait, et elle ne le fera pas si nous nous mobilisons, commettre un crime écologique sans précédent, à vous je dis, prenez ici la parole décidée, faites-vous entendre, ici personne ne le fera à votre place. Dans le mouvement que nous sommes en train d'inventer ensemble, non seulement vous aurez toute votre place, mais vous aurez aussi toute votre responsabilité. Ne jamais nous laisser tranquilles. Ne jamais laisser la vieille politique reprendre le dessus. Soyez intransigeants pour défendre nos rêves communs. Soyez les plus exigeants pour transformer la société. Voilà votre mission particulière dans ce grand mouvement. Alors, aujourd'hui, moi j'ai dû énerver Jupiter puisque le vent souffle, mais ça tombe bien parce que je suis venu parler un petit peu de lui, un peu de Jupiter, mais aussi un peu de Prométhée et beaucoup de nous. J'assume totalement, ce joli mot de nous, si transgressif dans cette époque obsédée par l'homme providentiel. Oui, la question qui est désormais posée et qui est à mes yeux une question de survie est la question du nous. Sommes-nous capables de comprendre qu'il n'y a de salut que commun? Et face au moi Jupiter ou au moi populiste, ultimes incantations de cette 5e République face à laquelle nous, la gauche, avons sans doute abdiqué, la réponse politique ne peut commencer que par le mot « nous ». Celles et ceux qui sont ici veulent construire ensemble, relever le drapeau et répondre à ces questions essentielles. Où sommes-nous? Dans la majorité ou l'opposition? Où allons-nous? Vers les idées nouvelles, l'innovation ou la régression? Et surtout cette question que nous posent les Français, qui sommes-nous? Ce nous, c'est ici que nous allons lui donner naissance. C'est donc un peu un grand jour de baptême, et ce baptême, je veux le saluer avec vous. Mais nous aurons surtout à le faire grandir, à l'inventer et même le réinventer en permanence, à lui donner toute la liberté et toute l'ouverture politique nécessaire pour que ce nous s'épanouisse face au moi
écrasant de la Ve République. Je crois d'ailleurs, et je veux commencer par m'arrêter sur ce point, qu'il existe aujourd'hui deux visions radicalement antagonistes de la démocratie dans notre pays. Les surnoms disent beaucoup, surtout quand on les choisit pour soi-même. Le président de la République s'affirme donc jupitérien. Et c'est sans doute conquis par ce signe de modestie que les médias ont immédiatement glorifié ce qualificatif. D'ailleurs, tout à son désir de plaire à son nouveau maître et monarque, le ministre de l'économie s'est lui-même baptisé du nom d'un autre dieu, cette fois-ci grec, Hermès, dont il a rappelé qu'il était le messager, le dieu des marchands, mais je veux lui rappeler aussi le dieu des voleurs. Ce qui, pour un ministre de l'économie qui s'apprête à protéger quelques évadés fiscaux, ne surprendra personne. D'ailleurs, on se demande pourquoi tous ceux qui se prosternent devant Jupiter boudent leur plaisir. Ils devraient, comme à Rome, puisque Jupiter avait des épithètes qui étaient accolées à son nom, ils devraient aller au bout et décliner Jupiter et rappeler que Jupiter, c'est Jupiter Optimus Maximus, le plus grand, le meilleur, Jupiter Fulgurator, le foudroyant. Mais je veux rappeler plus sérieusement quelle est l'attitude de Jupiter en l'occurrence. Zeus, son équivalent grec. Lorsque Prométhée dérobe le feu, symbole de la connaissance aux dieux, pour le donner aux hommes et en faire leurs égaux. Que fait Zeus? Il punit Prométhée, parce qu'il est Zeus. Tout est résumé. L'Olympe, jalousement réservé aux dieux et interdit aux simples mortels. Voilà les symboles que véhicule le fait d'associer son nom à celui du maître de l'Olympe. Alors je veux être clair dès aujourd'hui, je veux casser cette logique, la briser totalement, radicalement. Je ne suis pas de ceux qui disputeront le titre un peu ridicule de premier opposant à Monsieur le Président Jupiter, de ceux qui ne s'opposent au monarque qu'en rêvant de devenir monarques eux-mêmes. Face à Monsieur Jupiter, voilà ce que nous allons être, voilà ce que nous voulons être. Nous sommes déjà des légions de Prométhée pour faire circuler le pouvoir, l'information, les idées, faire circuler la connaissance et surtout partager le pouvoir politique par la démocratie. Ce sont donc bien deux conceptions différentes, antagonistes de la société, de la République et de la démocratie qui s'affrontent ici et aujourd'hui. Merci à toi. Et à une époque où la disruptivité tend à faire croire que tout ce que touche le jeune monarque, tout ce qu'il dit, pense et fait est nouveau, il n'est pas inutile de rappeler qu'en termes généalogiques, le libéralisme dont il se revendique n'est pas la démocratie. Que ces deux visions politiques se sont même durement affrontées en France dans notre histoire. Si nous devons bien sûr à la doctrine libérale l'idée constitutionnelle, l'abolition des privilèges, l'égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs, il faut rappeler qu'historiquement, aux yeux des libéraux, la souveraineté nationale n'était pas synonyme de souveraineté populaire. Cultivant une méfiance instinctive à l'égard du peuple, ils estimaient, souvenez-vous-en, à l'instar de Benjamin Constant, que, j'ouvre les guillemets, la naissance dans le pays et la maturité d'âge ne suffisent point pour conférer aux hommes les qualités propres à l'exercice du droit de cité. Et que pensait-il? Que pour être capable de voter, il fallait être éclairé. Être éclairé aux yeux du père de la doctrine libérale moderne, cela voulait dire que seule la propriété rendait les hommes capables de l'exercice des droits politiques. La concurrence était à leurs yeux une vertu. Pour les libéraux, le suffrage venait donc récompenser d'abord une réussite personnelle.
Voilà ce qu'a été l'inspiration historique du rapport des libéraux au suffrage universel. Les démocrates, eux, ont très tôt défendu le principe de la souveraineté populaire. Ils ont aussi été les premiers à vouloir se faire l'écho et les interprètes des revendications sociales de la classe ouvrière. Le Parti du travail. Ils ont été les premiers à défendre le principe de droits spécifiques pour les ouvriers dans le but de les affranchir des contraintes justement spécifiques qui les opprimaient. L'exigence d'un droit au travail, d'une protection sociale, d'un temps libre, en fait, un droit au loisir, sont nés de ces combats. Et souvenez-vous-en dans les prochaines semaines, quand demain vous entendrez les libéraux parler de la liberté de travailler le dimanche, de la liberté de travailler 45 heures et plus. Souvenez-vous du combat des démocrates face aux libéraux pour leur opposer quoi? Le droit au repos dominical, le droit à une durée légale hebdomadaire maximum de travail, le droit au repos compensateur et j'en passe. Alors oui, nous allons continuer cette grande et belle histoire. Nous, ici. Alors qui sommes-nous, puisque nous devons répondre aussi à cette question? Nous sommes la République, mais nous sommes aussi au sein de la République la gauche. Et sans esquiver tout de suite la réponse directe, j'y reviendrai. À cette question, je veux commencer par souci de simplicité, par dire ce que je crois que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas être. L'élection présidentielle accouche d'une fable incroyable. La fin du clivage droite-gauche. C'est le credo du nouveau pouvoir en marche. Je trouve pourtant que ce nouveau pouvoir, par la radicalité de ses choix, clarifie considérablement qui est de droite et qui est de gauche. Macron, le président Jupiter, n'efface pas le clivage droite-gauche. Il redistribue tout simplement les rôles des deux côtés de l'échiquier politique. Et si on peut parfois être surpris ou choqué par la transhumance d'ex-socialistes, d'ex-écologistes, d'ex-communistes vers la rive opposée, Emmanuel Macron doit après tout être remercié pour cela. Car la confusion et l'indifférenciation entre la droite et la gauche a été plus fatale à la gauche qu'à la droite qui gouverne aujourd'hui. Cette confusion était notre faiblesse. Alors nous partons peut-être plus légers, un peu moins nombreux, mais nous partons plus cohérents, plus robustes et surtout prêts à être de plus en plus nombreux, comme nous le sommes aujourd'hui. 15 500 inscrits, plus de 11 000 aujourd'hui dans la pelouse de Reuilly, plus nombreux, plus homogènes, plus convaincus, prêts à mener la bataille idéologique et culturelle pour les années qui viennent, car notre combat est juste. Alors certains doutent encore que le gouvernement d'Édouard Philippe soit idéologiquement très marqué à droite. Je vais prendre 3 exemples de l'actualité. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Et à l'aune de cette pensée simple, si évidente, observons où se situe le nouveau pouvoir. Du côté des forts ou du côté des faibles? Oui, la loi et le code du travail ont affranchi les travailleurs en les protégeant de la liberté de licencier, de la liberté de faire travailler plus que réclament sans cesse les organisations patronales. Et comment faire croire que la déréglementation du droit du travail pourrait avoir le moindre effet sur le taux d'emploi alors que toutes les études théoriques de l'OCDE, de l'Organisation internationale du travail, de la Banque mondiale, de l'INSEE, que toutes les études empiriques établissent clairement qu'il n'y a aucun lien entre les droits dont disposent les salariés et le chômage. Ne cherchez donc aucun fondement théorique ni scientifique à la nouvelle réforme du Code du travail. C'est la énième réforme du Code du travail en quelques années. Il s'agit d'un aveuglement archaïque et idéologique dont la seule conséquence certaine et prévisible
et l'appauvrissement à venir des salariés. Les emplois qui seront créés seront pauvres en droit, donc pauvres trop courts, précaires et mal payés, incapables de permettre à ceux qui les occuperont d'en vivre et de s'y épanouir. Cette précarité qui va se généraliser comme vont se multiplier les CDD à la place des CDI, c'est d'abord la jeunesse qui en paiera à prix fort le prix. Et tout de suite, la jeunesse française est l'une des plus précaires et des plus pauvres de toute l'Europe, privée du bénéfice des minima sociaux, systématiquement embauchée en CDD de courte durée. Mais ce sont aussi, demain, les seniors qui, exclus de plus en plus tôt du marché du travail et contraints de cotiser de plus en plus longtemps pour espérer une retraite décente, cumuleront bientôt plusieurs petits boulots pour survivre et nous verrons en France se développer sur le modèle des sociétés anglo-saxonnes chères à Emmanuel Macron, ces jobs, ces métiers qui n'en sont pas, occupés par des seniors, nos parents, nos grands-parents, payés avec un lance-pierre et qui offriront le visage misérable d'une société où la redistribution et la solidarité seront réduites à peau de chagrin et où la loi, justement, n'affranchira plus le plus faible. Le parti pris du gouvernement, donc, est bien celui des forts sur le code du travail. Parlons maintenant d'état d'urgence. En dépit de ses déclarations lors de la campagne présidentielle, souvenez-vous-en, Emmanuel Macron va faire plus fort que Manuel Valls. Plus fort. Il intègre au droit commun les dispositions de police et justice administrative jusqu'ici réservées à l'état d'exception face au terrorisme. L'état d'urgence n'aura plus aucune utilité puisqu'il sera devenu le droit commun. Et dans le projet gouvernemental, le juge judiciaire voit donc son rôle relégué au second plan. Les motivations qui justifieront de mesures dérogatoires au contrôle judiciaire sont si vagues dans l'actuel projet de loi qu'elles permettront, nous le savons, tous les excès et donc de multiples contentieux. Là encore, Emmanuel Macron affirme son camp. Et ce n'est pas celui du respect des libertés fondamentales. Le pire, c'est qu'il commet la même erreur que tous ceux qui l'ont précédé dans les tentatives autoritaires de la sorte. Cela ne réglera rien au problème visé, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Qui ne voit pas pourtant que l'objectif de ceux qui nous menacent est justement qu'en réaction, les démocraties réduisent le champ de l'état de droit, réduisent les libertés individuelles, alors que nous savons que ce choix-là ne fera que provoquer davantage de peur, davantage de colère parmi les victimes habituelles de ce type de pratique. Jamais, jamais la gauche n'a confondu ordre public et autoritarisme. Le nouveau pouvoir a choisi dans ce domaine l'autoritarisme. Sur les réfugiés, enfin, Gérard Collomb pourra demander des conseils à Trump ou même donner des conseils à Trump à la tribune du prochain défilé du 14 juillet. Quelle drôle d'idée, au passage. Oui, saluer l'entrée en guerre un siècle après des États-Unis aux côtés de la France en 1917 eût été un moment qu'il fallait célébrer avec nos alliés, mais avec un homme qui représente les valeurs qui sont celles des États-Unis d'Amérique, avec Barack Obama sans doute, mais avec celui qui multiplie les déclarations homophobes, islamophobes, veut ériger un mur contre le Mexique, celui-là qui sort des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Quel est le sens de cette invitation? Alors, Gérard Collomb pourra effectivement se pencher et glisser à l'oreille de Trump qu'en France aussi, hélas, maintenant, indignité, inhumanité, violence, humiliation,
Voilà ce que nous observons. Voilà ce qu'observent des ONG à qui le nouveau ministre de l'Intérieur dit d'aller faire valoir leur savoir-faire ailleurs. Jusqu'à quand allons-nous supporter la disgrâce d'une République française qui, hélas, foule aux pieds les valeurs qui l'ont fait naître en maltraitant les migrants et les réfugiés présents sur son sol? Raphaël Glucksmann, dans un remarquable livre qu'il a écrit l'année dernière, Notre France, rappelait que pourtant, ce grand principe selon lequel celui qui touche le sol de France devient un homme libre, s'affranchit, ce principe-là n'est même pas un principe consacré par la Révolution. Il est même plus ancien que cela, 1315. Louis X le Hutin, qui à l'époque, pour des raisons qui ne relevaient pas forcément une forme d'avancée ou prémonitoire de socialisme, mais considère qu'il fallait permettre aux hommes qui touchent le sol de France de pouvoir s'affranchir et rejoindre la nation franque. Et puis ensuite, dans la volonté des révolutionnaires d'abolir l'esclavage, ils ont été au bout de cette logique qui valait ou qui voulait que celui qui touchait le sol de France devenait un homme libre. Eh bien, il y a des hommes aujourd'hui et des femmes, beaucoup d'hommes principalement, des mineurs, qui sont venus sur le sol de France et qui se voient traités aujourd'hui de manière indigne. Et moi je dis qu'il est insupportable de voir un ministre de l'Intérieur exiger de notre police et de notre gendarmerie qu'elle dissuade des hommes de rester chez nous, de chercher à les écœurer. Ça n'est pas à la hauteur de la République, ça n'est pas à la hauteur de notre histoire, bien au-delà même des Lumières. Voilà encore le camp qui a été choisi par ce gouvernement. Certainement pas celui des plus faibles. L'efficacité, nous dit-on, le pragmatisme, le bon sens inspirent donc cette politique foutaise. La seule chose qui soit vraiment neuve dans l'action d'Emmanuel Macron, c'est sa communication. Le reste prolonge les deux quinquennats précédents dans leurs erreurs funestes, qui ont consisté à démanteler les protections sociales des Français, réduire les services publics et par voie de conséquence, être contraint de réduire les libertés fondamentales pour tenir et maintenir l'ordre public dans une société de plus en plus inégalitaire. Macron, c'est Sarkozy détendu ou Hollande décomplexé, vous choisissez. Mais il est la plus parfaite incarnation de la célèbre sentence du Guépard de Visconti: il faut que tout change pour que rien ne change. Et rien, soyez-en assurés, rien ne changera pour celles et ceux qui attendent pourtant que la loi affranchisse, que la loi libère, que l'action politique permette aux hommes et aux femmes, justement, de pouvoir s'épanouir. Nous ne sommes donc pas dupes de cette imposture et de cette fable, de ce ni gauche ni droite, dont Mitterrand disait que c'était déjà un ni de gauche, mais nous ne sommes pas non plus, je le dis, partisans de laisser s'évanouir le clivage droite-gauche pour le remplacer exclusivement par un clivage entre les élites et le peuple. C'est le choix de Jean-Luc Mélenchon. Ce choix-là peut le conduire à l'anecdote, celle de briser les codes de l'Assemblée nationale en ne portant pas la cravate. Mais je voudrais quand même qu'on se souvienne que les premiers députés ouvriers refusaient, ou revendiquaient, de porter la cravate à l'Assemblée, non pas par signe de soumission à un code bourgeois, mais comme marque de respect à l'Assemblée du peuple, au moins à l'époque. Marque de respect au moins comparable à celle qui conduisait certains de ces ouvriers à revêtir leur costume le dimanche au moment de se rendre à la messe. L'Assemblée du peuple ne méritait pas moins d'égard que la maison de Dieu,
Et c'est pour cela qu'à l'époque, je le rappelle, des députés ouvriers avaient choisi de porter la cravate. Alors, d'aucuns jugent que ces symboles sont peut-être un peu poussiéreux. Mais je n'ai pas souvenir que les coups d'éclat de Jaurès dans l'hémicycle aient été vestimentaires. Pas davantage que je ne l'imagine aujourd'hui, je le dis. Quoi qu'on en pense, et quelle que soit aujourd'hui l'opposition que l'on peut avoir à l'égard de l'austérité en Europe, pas davantage que je n'imagine Jaurès s'indigner de la présence d'un drapeau européen. Lui qui, rappelons-le, même si l'Europe est devenue le contraire de son combat, lui qui réclamait quand même, c'était le projet européen des socialistes, qui réclamait que le battement unanime des cœurs des ouvriers européens écarte l'horrible cauchemar de la guerre. Oui, voilà en quoi l'engagement internationaliste de la gauche s'incarnait, en quoi aujourd'hui nous pouvons mesurer le chemin qu'il reste à parcourir, mais je crois, je le dis, qu'il ne se serait pas associé à cette anecdote-là. Alors, passons sur ce qui n'est finalement peut-être pas tout à fait une anecdote et allons à l'essentiel. La France, en effet, reste championne de la reproduction sociale. Et il faudra encore des années d'efforts dans l'école française pour en finir avec un système éducatif qui reste profondément élitiste. Les classes sociales recrutent d'abord en leur sein. Cette permanence, ce caractère immuable de la hiérarchie sociale alimente, outre la désespérance, mais aussi l'aspiration légitime à changer radicalement la règle du jeu. Et l'alliance entre la haute fonction publique et la finance à l'œuvre aujourd'hui dans le gouvernement Macron incarne indiscutablement une étape nouvelle. Le choix d'une minorité sociale d'assumer sans se dissimuler désormais sa volonté de gouverner pour elle-même. Ce choix-là nous met au défi colossal de rassembler la majorité sociale, de la rassembler non pas seulement sur un clivage vertical entre la base et les élites, mais bien sur ce qui a fabriqué historiquement la gauche, l'aspiration à l'égalité, à la justice sociale, à la laïcité, des principes qui sont des principes que nous voulons faire vivre. Car je le dis, la colère existe et nous le savons parmi les Français, mais le risque, cependant pour nous, pour la gauche, est celui de voir se transformer une culture de résistance au capital en une culture de la révolte contre la globalisation, l'ouverture des frontières et donc la migration et les droits de l'homme. Le choix de placer le combat politique exclusivement sur un axe vertical qui sépare le peuple et les élites, la base et le sommet, expose la gauche à ce risque. Il y a un avantage électoral à basculer sur un axe stratégique de la sorte. Il est sans doute celui de permettre de reconquérir peut-être plus facilement les classes populaires. Mais le risque, c'est qu'à vouloir les disputer à l'extrême droite dominatrice dans ces classes sociales, on crée, sur la question européenne, le rapport à l'étranger ou aux migrations, des ponts intellectuels, des passerelles sémantiques qui peuvent nous éloigner radicalement du projet démocratique, internationaliste et universaliste de la gauche. Alors oui, ici, nous sommes de gauche, et nous le disons et nous le nommons. Nous le nommons. Une gauche indiscutablement mise au défi de la modernité. La modernité par la transition écologique qui interroge notre modèle de développement. Le productivisme, cette foi aveugle dans la croissance qui a longtemps structuré la gauche socialiste. Comment engager aujourd'hui la conversion écologique de notre économie? Comment basculer vers une agriculture moins intensive et sans pesticides? Comment débarrasser l'industrie des perturbateurs endocriniens responsables de milliers de cancers? Comment engager la sortie du nucléaire et la transition énergétique? Voilà en quoi la gauche est mise au défi de la modernité et de la transition écologique. Une gauche qui est aussi mise au défi de la modernité par les mutations du capitalisme qui a,
de moins en moins besoin du travail humain pour s'épanouir et dominer le monde? Comment engager la réduction du temps de travail? Comment juguler la finance et assurer en même temps des recettes fiscales suffisantes pour financer les services publics? Comment maîtriser la raréfaction du travail et financer nos mécanismes de solidarité? Comment engager la transition vers une société qui valorise les communs et garantit un revenu universel? Voilà encore un défi pour la gauche. La gauche est enfin mise au défi de conjuguer mondialisation, révolution numérique et démocratie. Et voyons la révolution numérique comme une opportunité, la possibilité que ce progrès technologique devienne un progrès social et un progrès démocratique. Comment donc donner demain aux citoyens européens les mêmes pouvoirs démocratiques qu'au niveau national et local? Comment réguler le pouvoir colossal des grandes compagnies privées qui, par la propriété de nos données personnelles, guident désormais nos existences bien davantage que les États? Comment ouvrir l'ordre économique, donc l'entreprise, pour commencer, à la libération collective et donc à la démocratie? Voilà les grandes questions qui structureront demain le clivage entre ceux qui croient entre un ordre immuable des choses et des places, la droite, et ceux qui croient en l'égalité et veulent donner aux hommes les droits qui leur permettent de choisir leur destin, de maîtriser leur vie et de s'émanciper de toute chaîne qui les assigne à résidence sociale. La droite et la gauche. Et ça n'est pas mal. Et ça n'est pas mal. Le camp de l'ordre en place est celui du mouvement et du progrès. Notre choix ici ne fait aucun doute, mais il nous reste à clarifier pour qui nous voulons nous battre. Je sais d'où je viens, comme vous. Je sais pour qui depuis toujours je me bats et pour toujours je me battrai. Emmanuel Macron a été puissamment aidé dans son OPA sur l'Élysée par les grandes puissances d'argent et leurs relais d'opinion. Non mais les sifflez pas, ils sont ici et ça serait bien qu'ils... Mais dire qu'il a été aidé ne veut pas dire que pour autant ce soit fatal. Ça nous amène à imaginer demain ce que seront les moyens, les médias, qui nous permettront de gagner cette bataille culturelle et idéologique, à réfléchir de quelle façon nous choisirons, nous, ensemble, sur des messages, des mots d'ordre, des réflexions, des débats que nous mettrons en partage, justement de bousculer un ordre médiatique qui parfois nous désarçonne, nous déstabilise, et tout en reconnaissant malgré tout quand même que dans ce pays, il y a quand même des centaines de journalistes qui font remarquablement leur travail, que ceux, je le dis, puisque ils ont les épaules assez larges, que la plupart de ceux qui tendent les micros dans des journées comme cela sont des précaires, qu'aujourd'hui le statut qui est le leur n'est enviable par personne et que ce serait dommage qu'en face de quelqu'un qui est précaire, on lui oppose le fait qu'il soit seulement le représentant de grands oligarques privés. Nous ne sommes pas dupes de qui appartiennent les médias, mais pour autant, nous respectons les journalistes et le travail qu'ils font. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est donc, qui veut-on servir d'abord? Lui, je l'ai dit, c'est clair. Il a fait l'unité, pardon de le dire comme ça, de la bourgeoisie autour de ses propres intérêts. Sa force, c'est d'avoir révélé qu'au sein du Parti socialiste ou des Républicains, les clivages qui étaient surjoués étaient d'abord factices. La droite n'aurait sans doute pas appelé sa réforme CICE, mais elle aurait fait globalement la même chose si elle avait été à la place de la gauche. En somme, nous le savons, dans beaucoup de domaines, le nom des lois aurait été différent, mais le contenu très proche. Même sur les questions des libertés publiques et des droits fondamentaux, beaucoup de républicains et d'anciens socialistes s'accordent sur la perpétuation de l'état d'urgence, voteront son intégration au droit commun. Et les électeurs ont fini par se demander pourquoi ces politiques étaient séparés
puisqu'il jouait la même sérénade dans les médias ou à l'Assemblée nationale. Finalement, Emmanuel Macron a réussi une nouvelle synthèse et lui n'a même pas eu besoin d'un congrès pour le faire. Il a unifié politiquement la vieille et la nouvelle bourgeoisie et j'aime, pour illustrer cela, citer cette définition très sévère, avec des mots très durs, j'ouvre les guillemets, d'une sorte de caste, une alliance implicite entre des grands dirigeants d'entreprise, des financiers, des cadres élevés de l'industrie et des services, certains hauts fonctionnaires de l'État et des privilégiés des médias. Qui a dit cela? Marx? Bourdieu? Non. Jospin. Et il rajoutait, ce groupe enjoint aux autres catégories sociales de faire des sacrifices au nom de la compétition mondiale ou de l'équilibre de l'économie, mais ne consent pour lui-même à aucun effort ou renoncement et ne conçoit même pas que la question se pose. Et parmi ces sacrifices, rajoutait-il, réduire les coûts de la production et la taille de l'État-providence. Quelle meilleure description de ce que nous vivons depuis plusieurs années, pas seulement en France, dans toute l'Europe. Alors je le dis vis-à-vis de celles et ceux qui poursuivent cet objectif politique. Vis-à-vis de cette minorité sociale, je ne me contenterai pas, pour ce qui me concerne, d'un dégagisme dont je considère que c'est une forme très très appauvrie du socialisme. Mais pour autant, cette vision-là offre une perspective sociologique à l'action politique que la domination actuelle des sciences économiques et de la psychologie avait fini par effacer. Nous devons représenter dans le champ politique le camp des victimes de la mondialisation, des inégalités, des discriminations, du racisme, du sexisme. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il y ait de débat réel sur l'opposition à l'égard de ce gouvernement. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai assumé la responsabilité d'appeler à voter contre l'extrême droite dès le soir du premier tour de l'élection présidentielle. La reconstruction de la gauche, à mes yeux, ne peut pas se réduire à notre relation au président de la République. Le débat sur la participation à sa majorité est déjà derrière nous, nous le savons bien. Nous étions tous capables de nous opposer intelligemment dans le passé, tout en votant des mesures positives, comme nous l'avions fait au moment de l'IVG sous Giscard, et qu'il me soit permis, à cette minute, de saluer la mémoire de Simone Veil. Elle n'était pas une militante politique de notre famille, mais par son histoire et par les combats qu'elle a menés, notamment sur l'IVG, elle nous inspire, je crois, à tous le respect. Et je voudrais, avec vous, m'incliner devant son souvenir et, à la faveur de ce moment, vous rappeler cette phrase que je voyais d'elle. J'ignorais qu'elle avait eu ce courage-là aussi, dans une vidéo de Lina qui est ressortie après son décès, où on la voyait affronter les nervis du Front National dans une réunion publique et leur dire, quelle classe d'ailleurs, vous ne me faites pas peur, j'ai survécu à bien pire que vous n'êtes que des SS aux petits pieds. Quel courage que cette femme, quel courage pour sa vie, ses combats. Nous n'étions pas d'accord sur plusieurs aspects, mais merci à elle pour avoir permis justement, contre sa propre famille politique et ses excès et ses oukases, d'avoir permis l'entrée dans la loi de l'interruption volontaire de grossesse. À l'époque, les socialistes l'avaient voté et on ne se posait pas la question, c'est ce que je voulais dire, de savoir si on était dans la majorité de Giscard ou pas. On ne s'est pas posé la question de savoir si Chirac était dans la majorité de Mitterrand au moment où il a voté l'abolition de la peine de mort. Donc ce débat-là est un débat parfaitement factice et ridicule. Nous n'avons pas le même projet politique que ce gouvernement. S'il venait demain à créer la police de proximité ou toute autre chose, il n'y aurait pas de problème à lever la main ou à faire une belle loi de moralisation de la vie publique qui intégrerait la transparence sur les dons financiers dans les campagnes électorales, encore à voir. S'il le faisait,
nous voterons, mais ça ne justifie pas que le débat existe, à savoir si nous sommes dans sa majorité ou nous sommes dans son opposition. Nous sommes la gauche, donc aucun de ceux qui est de gauche ne votera naturellement la confiance au gouvernement de M. Philippe. Je le dis, les premiers pas de ce quinquennat ont clarifié de toute façon la situation, casse violente du Code du travail, retour en arrière dans l'éducation, passage, redoublement, latin et retour à la semaine de 4 jours, parler de la modernité, nomination d'homophobes au gouvernement, mauvais traitement aux migrants, réhabilitation de M. Assad, plus l'invitation de M. Trump sur les Champs-Élysées le 14 juillet, 4 ministres d'ores et déjà exfiltrés parce qu'ils avaient des difficultés avec la justice. Bon, n'en rajoutez plus, quoi. C'était déjà pas très glamour avant, ça l'est encore moins maintenant. Alors, qui veut se laisse berner par cela, en tout cas, ce ne sera pas notre cas. Et même le renouvellement est en trompe-l'œil, car derrière la foule de nouveaux visages, et c'est vrai que la gauche aurait dû depuis longtemps en faire rentrer au Parlement, que voit-on aussi? La main d'apparatchiks recyclés, de lobbyistes installés au corps de pouvoir, de professionnels de la trahison politique aux plus hautes responsabilités de la République. Et évidemment, aucune femme ne devait avoir les qualités exceptionnelles d'Édouard Philippe ou François de Rugy pour tenir l'engagement qui avait pourtant été donné d'en nommer au poste qu'ils occupent. Je crois qu'il y a dans la proposition politique de M. Macron un problème d'honnêteté. Honnêteté intellectuelle, mais aussi de probité et sincérité dans le rapport qu'ils ont aux institutions et aux puissances d'argent. Pour autant, je ne ferai pas le cadeau à M. Macron d'une opposition caricaturale, sans crédibilité, qui se satisferait d'un Yalta malsain avec sa force écrasante. À lui le pouvoir, à la gauche les excès, les coups d'éclat plutôt que la crédibilité. On veut nous imposer le parti unique et une opposition caricaturale. Je la refuse comme nous la refusons. Être cette opposition caricaturale, au lieu de traiter les problèmes sur le fond, c'est se condamner à être l'opposition officielle de M. Président Jupiter. Nous ne le ferons pas. Au parti unique, de la pensée unique de M. Macron, opposons la force du nous dans sa diversité. Bâtissons la multitude d'initiatives, de rencontres, d'idées qui, le moment venu, convergeront en une force irrésistible parce que chacun aura contribué avec sa sincérité. Nous serons aussi divers qu'ils sont semblables et monolithiques. Et je veux à cette étape saluer les responsables politiques qui, à cette tribune, venus d'autres horizons ou d'autres histoires que les miennes, communistes, écologistes, citoyens, socialistes évidemment, qui sont venus ici parler, ils ont, je crois, la même conviction que moi. C'est que nous ne pouvons plus rester les uns et les autres, comme je le disais, dans nos enclos, à nous regarder, séparés, divisés. Qu'il faut qu'on prenne le risque, face à l'homme providentiel, de dire ce que peut être l'homme ou la femme collective, l'homme collectif. Ce que nous voulons incarner, c'est ce risque que nous voulons prendre et que nous allons prendre avec ce mouvement du 1er juillet. Alors moi, je ne vous propose pas de benchmarker, comme on dit maintenant, une offre politique pour faire votre calcul coût-avantage de citoyens consommateurs. Je vais plutôt vous demander un effort, un engagement personnel, car c'est notre conception d'une démocratie saine, notre éthique collective aussi. Je vous appelle à une vraie reconquête intellectuelle, culturelle. La question n'est pas la prochaine petite élection, le prochain petit congrès, les prochaines petites combinaisons. La question est le prochain grand projet pour la gauche du XXIe siècle. La reconquête idéologique, culturelle, face à la déferlante ultra-libérale et sa jumelle nationaliste et populiste. Je dis cela en n'oubliant pas que ici, sur cette pelouse de Reuilly, qui a accueilli la fête des Bleus, Blancs, Rouges, je n'oublie pas que Marine Le Pen siège désormais à l'Assemblée nationale avec 7 députés.
et qu'elle a recueilli ce qui doit nous mobiliser, 11 millions de voix aux élections présidentielles. C'est cela la situation à laquelle nous faisons face. Dans l'étrange défaite, Marc Bloch montre que l'effondrement de 40 est une défaite avant tout intellectuelle. Et je ne me résigne pas à ce que notre défaite intellectuelle prépare l'arrivée du pire dans ce pays. Je ne veux pas que ma génération ait comme celle de Marc Bloch mauvaise conscience après avoir paresseusement, lâchement, finalement laissé faire. Alors nous avons besoin d'une expérience politique unique, de temps long. Ça tombe bien, les électeurs nous l'ont donné, le temps. D'espace pour cultiver nos idées à nouveau. La 5e tue les partis politiques, qui devraient être des lieux ouverts aux citoyens pour penser ensemble l'avenir, mais qui sont devenus aujourd'hui les outils du verrouillage antidémocratique des élections. Ce sont désormais des clubs d'élus et de collaborateurs d'élus. Par ailleurs, les partis n'ont absolument pas évolué depuis 100 ans sur la façon de militer. Aucun effort pour aller chercher les citoyens sur Internet. Des horaires impossibles pour les salariés, en particulier pour les femmes. Presque aucune formation politique offerte aux nouveaux militants. Des réunions anti-participatives où les citoyens et militants ne peuvent pas s'exprimer comme nous l'avons fait aujourd'hui, notamment dans les différents temps de débat et dans les bar-camps. Dans les oppositions, ces partis sont obsédés par l'élection présidentielle et par la guerre des égos pour choisir leur futur candidat. Dans la majorité, le premier secrétaire du PS comme le président de l'UMP ou d'En Marche sont désormais nommés, limogés, remplacés comme des collaborateurs par le président de la République. Voilà la réalité du débat politique s'il ne doit reposer que sur les partis tels qu'ils se sont forgés et façonnés sous la Ve République. Les syndicats ne vont pas beaucoup mieux, honnêtement. Et c'est l'ensemble du mouvement social aujourd'hui qui s'interroge sur sa représentativité réelle. De manière générale, il n'y a pas assez de lieux de citoyenneté partagée, de travail collectif. Tout se décide de haut en bas. Et il y a un mot qui symbolise dramatiquement cette conception du pouvoir, le mot réforme. Ces dernières années, les politiques ont abîmé ce mot de réforme, constamment associé à la dégradation des conditions de vie des Français. La réforme du marché du travail, c'est plus de flexibilité et de précarité. La réforme de l'État, c'est moins de services publics. La réforme des retraites, c'est le recul de l'âge légal et la baisse des pensions. Réforme est devenue synonyme de casse, de recul, de bouleversement sans amélioration. Qui pourrait alors adhérer à un parti qui se revendique de la réforme et à un parti réformiste? Comment a-t-on à ce point pu altérer et abîmer ce joli mot de réforme? Eh bien pour autant, c'est ainsi. Par un glissement de sens déplorable, la réforme est devenue une injonction venue d'en haut, qui vous menace au lieu d'être un changement choisi collectivement pour l'intérêt de tous. Il faudra donc inventer le nouveau vocabulaire, la nouvelle grammaire, les mots que nous voudrons aussi imposer à cette tyrannie des mots choisis par celles et ceux qui habillent des reculs et des régressions sociales par le mot de réforme. Il faudra s'engager dans une authentique bataille où nous n'acceptons pas ni la grammaire, ni le vocabulaire, ni la syntaxe de celles et ceux qui ont fait des axiomes libéraux l'alpha et l'oméga de toute politique dans ce pays. Alors il faudra être en permanence dans ce mouvement qui est en train d'éclore aujourd'hui. Il faudra engager et dire le changement que nous voulons pour la politique française. Alors pourquoi un nouveau mouvement ? Pourquoi ne pas le faire, pour ce qui me concerne, au Parti socialiste dont je suis membre depuis 1987 ? Je veux m'arrêter sur ce point quelques minutes. Je crois que beaucoup se trompent sur la nature de la défaite que nous avons connue aux élections présidentielles et législatives. Les mêmes font fausse route en espérant que tôt ou tard, le balancier fera le chemin inverse et remettra les socialistes au pouvoir.
2017 n'est pas comparable à 1993. Nous n'avons pas perdu face à la droite, selon une alternance classique. Je vais y revenir. Nous avons été remplacés. Mais je vois qu'il y a comme une persistance d'un déni qui frappe notamment les héritiers du dernier quinquennat. Déjà confrontés à l'impopularité des politiques qui étaient menées, ces porte-paroles retenaient comme seule explication un déficit de communication. Les Français ingrats par nature, finiraient donc bien par comprendre que la réduction des dépenses publiques ou la loi du travail était bonne pour eux. Eh bien, les mêmes estiment aujourd'hui que nos anciens électeurs se sont simplement égarés, qu'ils vont naturellement, logiquement, revenir, chercher réconfort dans quelques semaines, sinon quelques mois ou plus tard, auprès de ces dirigeants qu'ils connaissent si bien, anciens ministres, anciens députés, anciens maires, anciens présidents de conseil régional ou départemental, anciens socialistes surtout. Cela n'arrivera pas. Et je le dis, c'est une analyse qui me sépare d'un certain nombre d'autres responsables politiques. Je considère que nous avons été remplacés, pas totalement, mais pour partie remplacés. Remplacés par la République en marche d'une part et par la France insoumise d'autre part. Et depuis les élections municipales, les Français ont commencé à abandonner le vote socialiste. Leur fidélité politique est désormais ailleurs. Et cette défaite n'est pas un énième épisode, à mes yeux, de l'alternance entre la droite et la gauche. Bien sûr, la droite gouverne, à travers Emmanuel Macron. Mais la dernière élection présidentielle a coupé l'ancien électorat socialiste en trois. C'est là que se fait la différence avec ce que nous avons connu dans le passé. La paralysie, à mes yeux, de la gauche social-démocrate ne réside pas seulement dans son échec à proposer désormais une critique efficiente de l'économie libérale, mais aussi dans son échec à s'engager, comme il devient urgent de le faire, dans la bataille idéologique qui est une bataille narrative que mène aujourd'hui face à nous la droite libérale. Eh bien, mes chers amis, cette bataille idéologique et narrative, je veux la porter avec vous, et c'est pour cela que je pense qu'il faut changer de cadre. Il y a 30 ans, j'ai adhéré au Parti socialiste. J'ai rejoint ce parti, comme des milliers d'autres, des rêves plein la tête avec l'enthousiasme de mes 20 ans. Et je ne le regrette pas. À cette époque déjà, l'exercice du pouvoir mettait cette distance inévitable entre nos aspirations et nos actes. Et pourtant, c'est avec fierté que je rejoignais le parti de Jaurès, le parti de Blum, le parti de Mitterrand et de Rocard. Et dans le Finistère des Arsenaux, dans cette terre de Bretagne où les socialistes avaient creusé le sillon de l'émancipation par la laïcité, mais aussi par le christianisme social, j'ai découvert le lien intime qui existait entre le combat politique et le combat social. J'ai découvert la solidarité et la fraternité qui existaient parmi les ouvriers. J'appartenais à cette génération qui s'était éveillée à la conscience politique par le combat antiraciste et les luttes étudiantes contre la sélection à l'université. On en reparlera et plus vite qu'on ne l'imagine. En rejoignant à l'époque le Parti socialiste, j'inscrivais mes pas dans ceux de ces femmes et de ces hommes qui portaient l'espérance du débouché de nos luttes et de nos rêves. J'y ai passé 30 longues et belles années. J'ai aimé profondément ce parti, mon parti. Je l'ai aimé passionnément. J'en ai été le porte-parole et le candidat aux élections présidentielles désigné démocratiquement par la primaire du peuple de gauche. J'y ai côtoyé sa base militante. Ces femmes et ces hommes qui sont, par milliers sans doute, ici, dévoués à un idéal commun auquel ils croyaient et auquel, je l'espère, et bien s'ils sont là, je suis sûr, ils croient encore avec ténacité et humilité. J'y ai côtoyé des dirigeantes et des dirigeants de grand talent qui ont tellement compté dans mon apprentissage de la politique et qui ont contribué à faire de moi
le responsable politique, mais aussi l'homme que je suis devenu. Et je veux ici, ce jour, leur rendre hommage. Je pense à Michel Rocard, Lionel Jospin, Martine Aubry et mon grand ami, mon immense ami, Henri Emmanuelli. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte, s'il vous plaît, je quitte un parti, mais je n'abdique pas l'idéal socialiste. Je quitte un parti, mais ni le socialisme, ni les socialistes. Bien au contraire, je quitte ce parti parce que j'ai acquis l'intime conviction que je serai plus utile en dehors de celui-ci. Que nous avons désormais la responsabilité de faire revivre et de faire vivre cet idéal auquel tant d'entre nous sacrifient tant de leur temps, parmi vous des milliers. Je crois plus que jamais à la nécessité du combat socialiste, celui qui associe la conquête des libertés et la conquête des droits sociaux, celui qui prétend, comme l'affirmait Jaurès, conduire la République à son point ultime, la République sociale. Ce combat socialiste auquel il faut, dans sa forme moderne, opérer la synthèse indispensable avec l'impératif écologique. Ce combat socialiste, il a besoin de forger les nouveaux outils politiques appropriés à ses objectifs. Cela passe pour moi non pas par une rupture et un divorce avec un parti, mais avec une rupture avec la Ve République, plus césariste et jupitérienne que jamais. À l'heure où le marketing politique tente de dissimuler le pouvoir perdu par les citoyens au profit de la technocratie et des grands intérêts économiques privés. Cela passe donc par la reconquête de la base sociologique naturelle de la gauche. Les citoyens qui vivent, ont vécu ou voudraient vivre de leur travail. Salariés, travailleurs, étudiants, retraités, producteurs, dispersés, divisés, opposés les uns aux autres par une idéologie libérale qui exalte individualisme, égoïsme, communautarisme et consumérisme. Cela passe par la prise en compte des aspirations d'une jeunesse désireuse de marquer de son empreinte, de ses rêves, la société dont elle hérite. Je vais vous dire, pris séparément, les socialistes restent des femmes et des hommes convaincus, souvent passionnants. Mais collectivement, ils ne trouvent plus, hélas, aujourd'hui, les moyens de faire de la politique utilement. Trop de ressentiments, trop de reniements. Je n'ai aucun dépit, aucune colère, et pas un socialiste ne sera jamais mon adversaire. Je ne change pas de conviction, je ne change pas de famille, mais je considère tout simplement que, comme dans toute l'histoire du socialisme, l'histoire des partis fait son temps, et que le Parti socialiste a peut-être fait son temps. Il continuera. Il a eu des heures glorieuses, je suis certain que beaucoup de ceux que je connais continueront à lui offrir des perspectives heureuses, mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de tourner une page pour nous inscrire dans un processus comparable à la refondation qui a été celle d'Épinay, plutôt que d'envisager tranquillement que les alternances nous ramènent un jour au pouvoir. Alors, aux militantes et aux militants, mes amis qui restent et resteront au Parti socialiste, je ne leur dis surtout pas adieu, mais simplement au revoir, à tout de suite même, à tout de suite dans les combats que nous allons mener ensemble, chacune et chacun, contre les mesures socialement injustes et dangereuses, au regard de notre attachement commun aux libertés publiques que s'apprête à prendre le gouvernement et le président de la République. Je leur dis à tout de suite, car nous aurons à nous retrouver tous ensemble,
dans la grande famille de la gauche, pour pensable rassemblement, la future maison commune sans laquelle il n'y aura pas de victoire possible. Pour ma part, je vais donc m'atteler avec vous maintenant à participer avec vous à la reconstruction de la gauche. À partir de ce mouvement et de toutes les autres initiatives, nous ne prétendons submerger personne, nous ne prétendons à l'hégémonie sur quiconque. Ce que nous disons, c'est que ce mouvement se pose comme une des poutres à partir de laquelle la gauche doit aujourd'hui se reconstruire. J'appelle donc à constituer des comités locaux du 1er juillet partout en France, dans toutes les villes, les entreprises, les universités, dans les cantons, à reconquérir physiquement ces territoires où la gauche a disparu. J'appelle à des états généraux de toute la gauche, à des états généraux décentralisés, ouverts, citoyens, dont nous voulons être, ce mouvement du 1er juillet, un acteur. Je vous appelle, vous citoyens, à vous inscrire dans un processus long, forcément, pour dessiner et forger une nouvelle société démocratique, solidaire, écologique, européenne. J'appelle tous ces Français qui veulent se réapproprier le pouvoir de décider pour eux-mêmes, pour la France, pour l'Europe, toutes ces consciences qui refusent de se laisser enfermer dans des dogmes, des sectarismes, je les appelle à briser les carcans, les enclos, à jeter les étiquettes, à repousser les frontières pour penser la gauche et le monde de demain. J'appelle la jeunesse française, la génération qui vient, à prendre ses crayons, ses pelles, ses bras, ses idées et à ouvrir le chantier de ses rêves. Nous proposerons donc aux formations de gauche sans exclusive, aux citoyens organisés ou non, de s'inscrire dans un calendrier commun pour établir des diagnostics, élaborer des stratégies de transformation sociale, préparer les lieux de l'insurrection civique et citoyenne à venir. À quelle échéance ? À quelle échéance ? Je l'ai dit, la défaite nous donne un peu de temps, mais l'urgence sociale et démocratique nous intime de ne pas laisser filer le temps. Et à mes yeux, si ce mouvement doit se donner rendez-vous dès la rentrée, pour penser une première étape de sa structuration nationale, l'année 2019 peut être le premier horizon, un an avant les élections municipales, où nous pourrions réunir, rassembler les énergies, les propositions, les réflexions, les diagnostics et bâtir cette nouvelle maison commune, horizontale, collaborative et démocratique. Alors, je vous propose donc que d'ici là, nous nous retrouvions à l'automne pour franchir une nouvelle étape dans la structuration de notre mouvement, sans exclusive. Vous pouvez être membre d'un parti politique, d'un syndicat, membre d'une association ou rien du tout. Ce mouvement vous est ouvert et le site qui vient d'être mis en ligne à 17h17 est un site dont vous verrez qu'il est ouvert justement à des formes d'engagement, d'action qui sont modernes, simples, horizontales, mais démocratiques, car je veux pouvoir concilier cette horizontalité avec l'exigence de démocratie. Je vois trop de mouvements qui ont une base électorale, ou en tout cas une base militante très large, mais qui sont dirigés ensuite très verticalement et d'une main de fer. Le défi qui nous est posé, c'est de concilier démocratie participative, horizontalité. Voilà ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Alors, et je conclus, chacune et chacun d'entre vous a une responsabilité immense. Une responsabilité envers les générations qui se sont battues avant nous. Les grévistes de 36, ceux qui affrontèrent le césarisme à partir de 58, ceux de 81 et 97 qui connurent aussi 93. Enfin, la génération qui vient surtout, celle envers qui nous avons déjà manqué à trop de nos devoirs. Mandela disait justement que ce qui est fait pour nous et sans nous est en réalité fait contre nous. Alors,
Arrêtons de laisser d'autres faire pour nous mais sans nous et en réalité contre nous. Réussir ce mouvement, c'est donc désormais votre responsabilité. Réussir ce mouvement, c'est notre responsabilité. Refaire la gauche, c'est notre responsabilité. Je serai là, parmi vous. Mais c'est vous qui devez désormais décider de l'avenir de ce mouvement, de ses capacités à submerger le débat politique. C'est vous qui devez décider, choisir et construire. Le vieux monde a gagné une bataille. Gramsci opposait l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence. Eh bien, nous sommes volontaires et optimistes. Et moi, je crois ici à la force invincible de notre intelligence collective. Et si l'on vous demande que voulez-vous faire de ce mouvement, répondez avec ce joli poème de Pablo Neruda. Je veux faire de toi ce que le printemps fait au cerisier. Vive le mouvement du 1er juillet, vive la gauche, vive la République et vive la France.